Cet épisode 241 est enregistré le jeudi 16 janvier 2020 et comme toutes les semaines, on passe en revue une certaine actualité web et technologie. Cette semaine, avec nos chroniqueurs, on parle de la hausse de tarifs chez Netflix, de la fin de Windows 7, d'équations mathématiques enfin résolues, de moteurs de recherche alternatifs à Google ou encore du renouveau du navigateur web de Microsoft. Si vous entendez de la publicité interrompre cet épisode des Technos, on vous invite à boycotter bien vite l'application ou la plateforme qui exploite nos contenus de cette façon. Ce sont des voleurs, il n'y a pas d'autre mot. Bonne écoute. Merci de nous avoir rejoints une nouvelle fois, ou plutôt merci de nous accueillir une nouvelle fois chez vous, d'une manière ou d'une autre. Les technos sont de retour, comme chaque semaine d'ailleurs, pour parler nouvelles technologies. Ce sont ces deux gaillards-là qui vont parler de ce qu'ils ont vu comme nouveauté ou comme actualité, en tout cas ce qui les a un petit peu, ce qu'ils ont épinglé, ce qui les a un petit peu intéressés durant la semaine. C'est de cela dont on va parler durant une petite heure, hein, je pense à peu près, on va voir comment ça se passe exactement. On fait rarement en dessous de 60 minutes, il faut bien le reconnaître, parce qu'on a toujours à faire de grands bavards. De ce côté-ci, nous avons Aurélien, salut Aurélien, et puis de l'autre, nous avons Bruno, qui est de retour, hein. Voilà, il a, ça va, le typhon lui est passé dessus, mais, mais c'est, on l'a dit, ça se voit. Ça se voit, il a perdu tous ses cheveux. C'est vrai que c'était assez, enfin, le calendrier, si vous nous avez suivi un petit peu durant les fêtes de fin d'année, le calendrier était vraiment limite, parce que je pense que c'était même le soir du réveillon de Noël que la tempête est passée sur les Philippines au moment où tu t'y trouvais, et que tu avais juste à la veille enregistré ton message de Nouvel An que nous diffusions donc le 25 en fait. Voilà, donc tout ça pour dire que tout s'est passé très rapidement en 48 heures et qu'on était un tout petit peu inquiet de savoir si tout s'était bien passé. Apparemment c'était quoi, une petite tempête, enfin petite, tout est relatif évidemment. Oui, c'est relatif Philippines parce que on a 20 typhons par an à peu près, Ouais. donc un toutes les 3 semaines, et dont ces 20 là, il y a 5 qui sont vraiment importants. Ouais. Et on avait eu un début décembre en fait, qui a fait beaucoup de morts, Ouais. mais celui-là, en l'occurrence fin décembre, était petit et loin de la région où je me trouvais à l'époque. Et actuellement, c'est un autre phénomène naturel qui se produit, oui. C'est un volcan qui est rentré en éruption. Ça, tu l'as pas vu par contre, l'éruption. Non, en fait, il a commencé à son éruption, son activité un peu plus importante, 2 jours après que j'ai quitté les Philippines. D'accord. Donc j'ai failli être bloqué là-bas aussi parce qu'ils ont fermé l'aéroport à cause de la fumée. Mais là, il n'y a pas eu d'éruption encore, mais il est toujours en état critique. Et c'est un des volcans encore en activité aux Philippines. Donc si vous aimez ça, allez voir ça. Hein. C'est intéressant. Oui, tout à fait, parce qu'en plus de ça, c'est un volcan qui est sur une île, sur un lac qui lui-même est sur une île, Exactement. C'est vraiment, quand on regarde ça sur Google Maps, c'est très impressionnant de voir la géographie des lieux est assez impressionnante, et une colonne de fumée, je pense, qui monte à 16 km de haut, donc on comprend pourquoi du coup, les avions restent au sol. Rien de tout ça pour Aurélien qui... de son côté, c'est le calme absolu. Ça a été les petits congés près du Mont Blanc, c'était agréable, c'était bien. Très agréable, très agréable. La neige était très bonne. Voilà. Pas de volcan à proximité. Non, c'était très bien. Soleil, très bonne neige. Moi, voilà. Je re-signe. J'imagine. Si on parle de tout ça là aujourd'hui à la mi-janvier, c'est évidemment parce que ces deux-ci, c'est la première fois qu'ils interviennent cette année. C'est d'ailleurs seulement le second épisode de l'année 2020 que vous écoutez ici. Je voulais remercier rapidement ceux qui nous ont laissé quelques messages depuis la semaine dernière. Il s'agit de Damien Vigneron, Aferneo, Jean-Pierre Fabulas, Sombre Papa, Ingrid Boy, Axel Boussin, alors là, Capsicum, Cultivar, je pense que Capsicum, si je ne dis pas de bêtises, c'est en biologie, ce sont tout ce qui est piment et poivron et tout ça. Enfin, quoi qu'il. Thierry de Clermont-Ferrand, précise-t-il, voilà. Battant, Bi avec 3 i ou 4 i, Bi full. Et William, voilà, c'est fait. Je vous ai salué au passage parce que vous aviez laissé quelques messages sympathiques depuis la semaine dernière, et on essaye comme ça à chaque fois de rendre hommage à ceux qui laissent des messages, parce que c'est important, les messages, surtout sur les réseaux sociaux et sur YouTube en particulier, puisque on se retrouve là aussi. Ça titille, comme on dit, les algorithmes, et ça nous permet d'être mieux référencés, paraît-il. Donc c'est ce qu'on souhaite, en tout cas, pour
comme ça aller à la rencontre d'un maximum de monde. Si vous le voulez bien, on va attaquer notre abécédaire, à moins que quelqu'un ait quelque chose à rajouter. Non, je pense pas. Donc on y va, c'est parti. C'est la lettre A comme Android. Ah oui, c'est vrai, il y avait un problème avec Android, c'est qu'on n'avait pas vraiment le choix de son moteur de recherche lorsqu'on faisait l'installation d'Android. C'est Aurélien qui nous en parle. Oui, tout à fait. Alors, jusqu'à il y a peu de temps, quand vous achetiez un téléphone de n'importe quelle marque, mais sur lequel il y a Android, Android était installé, le navigateur par défaut, c'était Google. Mmh. Et la Commission européenne avait trouvé ça en 2018 une position un peu abusive. Donc, ils avaient décidé de mettre une petite amende à Google de 5 milliards d'euros quand même, hein, c'est pas neutre. Et Google a commencé à dire, on va commencer à ouvrir des portes pour, lorsque vous allumez votre téléphone Android la première fois, vous laissez le choix du moteur de recherche, que ça soit le nôtre ou un autre. Hein. Et donc, à partir en 2019, il y a eu une sorte d'enchère où Google a dit, dans chaque pays, quel navigateur voulez-vous utiliser. D'accord. Et donc, pour chaque pays européen, la liste est sortie là ces jours-ci. J'ai regardé et retenu uniquement ce qui se passe en France et en Belgique. Et donc, en France et en Belgique, à partir du 31 mars, lorsque vous achèterez un téléphone Android, vous aurez le choix entre Qwant, donc le moteur de recherche français dont on reparlera dans l'épisode puisqu'il y a un peu de nouveauté. DuckDuckGo, donc ça c'est moteur de recherche américain qu'on connaît aussi, qui est assez connu, et info.com. Alors là pour le coup, info.com, moi je ne connaissais pas. Ah ouais. Je ne sais pas, voilà. Donc alors c'est un moteur de recherche qui existe depuis 2004. J'ai un peu gratté sur la question. C'est un moteur de recherche qui est là depuis 2004 et c'est un méta-moteur de recherche. Donc, d'accord. Je rappelle, vous avez des moteurs de recherche comme Qwant, Google qui vont fouiller les sites à longueur de journée, de plusieurs fois par jour, pour indexer du contenu. Un méta-moteur de recherche, c'est un moteur de recherche qui interroge d'autres moteurs de recherche. Donc en fait, grosso modo, le serpent se mord la queue, puisque quand vous allez sur info.com ou d'autres méta-moteurs de recherche, vous avez des recherches Google qui sont faites derrière. Donc, d'accord. Ouais. C'est assez bizarre quand même qu'en mettant ça au vote, que des Belges, des Finlandais, des Estoniens, des Danois, des Hongrois, etc. ont répondu info.com, alors qu'en Allemagne ou en Autriche, ah non, aussi, par contre, je pensais qu'ils n'avaient pas voté. Mais c'est est systématique, en fait. C'est marrant, quand même. Oui, mais c'est pas un vote des utilisateurs, c'est les moteurs de recherche. C'est les moteurs de recherche qui se sont proposés à Google et Google a fait un système d'enchères pour choisir le bon moteur de recherche. Donc, derrière tout ça, il y a évidemment toutes les éternelles questions qu'on soulève à chaque fois de protection de la vie privée, utilisation d'un moteur de recherche qui n'exploite pas vos données personnelles ou vos recherches antérieures pour vous fournir une information plus ou moins ciblé ou où vous proposez des produits, de la pub en fonction de ce que vous regardez. De toute façon, moi je trouve que ça va quand même dans le bon sens. Ça enlève un peu le monopole de Android, Google, des informations. C'est quand même un pas important vers la liberté et le fait qu'on n'utilise pas nos données personnelles à tout va. Donc moi je suis plutôt content de ça. Je suis un peu déçu que ça soit pas arrivé avant et que ça soit si difficile, ou que c'était si difficile une fois qu'on a acheté un téléphone Android qui marche parfaitement et où tout est par défaut avec Google, de s'en défaire. On l'a déjà évoqué, je me souviens Marc de l'autre chroniqueur Marc en parlait souvent. C'est assez compliqué de se défaire
de toutes ces tracking d'une part, de maps et si on veut avoir un appareil Android qui n'est pas lié ou trop lié en tout cas avec Google, c'est quand même assez compliqué. Ceci étant dit, l'histoire se répète quelque peu quand même, puisque je rappelle que il est arrivé la même mésaventure avec Microsoft s'agissant de l'installation de Windows. Je me demande si c'était Windows 95 ou plus tard, je ne sais plus maintenant, et qui posait un réel problème, puisqu'ils imposaient aussi leur propre Internet Explorer à l'époque, et qu'il a fallu également passer par une fenêtre de choix à un moment donné pour choisir un navigateur alternatif si on le désirait. Donc c'est marrant que quelque part Google se soit fait taper sur les doigts pour la même raison à quelques peut-être 10-15 ans d'écart, hein, même peut-être plus. Voilà, c'est le genre de choses sur lesquelles il faut être effectivement vigilant, parce qu'on n'est pas obligé d'utiliser tous les outils d'un seul opérateur, et même si on va mettre en avant évidemment le côté pratique de la chose, hein. Tout cet écosystème se parle, etc. C'est pour vous faciliter la vie, c'est pour vous, c'est pour votre bien-être, etc. Évidemment, n'oublions pas que ce sont des outils gratuits, et donc forcément, quand c'est gratuit, comme on dit, c'est vous le produit. Je ne sais pas si Bruno voulait rajouter un truc sur ce chapitre de son côté. Oui, non, juste une petite note sur effectivement, on aura maintenant le choix du moteur de recherche. Par contre, le navigateur, il sera toujours imposé soit par Google, soit par la marque, qui va lui-même mettre une surcouche et décider quel navigateur il va effectivement intégrer. Donc, c'est toujours le même problème, et finalement, est-ce que c'est un problème? Parce qu'on est quand même lié à Google si on a un téléphone Android, on est lié à Apple si on a un téléphone Apple, on est lié à Microsoft si on utilise un système Windows. Voilà, est-ce que c'est un vrai réel? Le tout, c'est de ne pas fermer les portes et de laisser libre choix par après de changer ou d'enlever ces liens-là. Mais qu'ils imposent ou qu'ils mettent en avant leur marque, moi, ça ne me choque pas plus que ça, franchement. Le problème, c'est quand tu ne peux pas, si tu veux, te déconnecter quelque part, arrêter de leur donner des informations de l'actualité, de l'information sur tes modes de consommation. C'est ça, oui, un petit peu le souci. Mais là, il y a une très simple réponse, c'est n'utilisez pas ces outils si ça ne vous plaît pas. Oui, c'est ça. Voilà, si vous voulez pas être traqué, n'utilisez pas Chrome, utilisez quelque chose d'autre. Ouais. Il faut pas râler sur quelque chose qui est là, mais c'est vous qui l'avez choisi. Oui, il n'y a pas que des téléphones Android, il y en a d'autres. Bien sûr, il y a pas, et on a déjà parlé ici si on parle de navigateur là pour le coup, de Brave par exemple, qui repose sur Chromium, mais qui est complètement déconnecté de Google. Il y a d'autres alternatives aussi. Je pense qu'on aura encore l'occasion d'en reparler dans un prochain épisode, ou même dans celui-ci, voyez-vous. Ah, bah tiens, quand on parlait de navigateur, comme Edge, c'est le renouveau du navigateur de web de Microsoft, aussi à la sauce Chromium, Bruno. Voilà, on dirait qu'on ne peut plus passer que par là. Elle était magnifique, la transition quand même. C'est magnifique. Ouais. Passer d'Android à Microsoft comme ça, faire une transition pareille, j'ai rarement vu en fait. Mais justement, oui, Edge, donc le nouveau ou le renouveau d'Internet Explorer, parce que en gros c'est ça, ils tuent Internet Explorer pour mettre leur nouveau browser avec un nouveau nom qui avait son propre moteur de rendu. Donc, et c'est bien de cela qu'on parle. Le moteur de rendu, c'est ce qui va afficher la page. Donc, c'est finalement tout ce qu'on a dans le navigateur parce qu'il y a autour. Et donc, il commence à avoir finalement très peu de choix. On va de plus en plus sur une standardisation, ce qui ne va pas déplaire à tous les développeurs web, parce que c'était pendant des années, voire même des décennies maintenant, c'était toujours un problème d'essayer d'être compatible avec tous ces différents moteurs de rendu, surtout celui d'Internet Explorer, qui a effectivement été imposé à un certain moment et que finalement tout le monde avait et personne ne voulait s'en débarrasser, même si c'était super obsolète. On va reparler de l'obsolescence plus tard dans cet épisode aussi. Donc là, Edge avait son propre moteur de recherche, moteur de rendu, pardon, pas moteur de recherche. Et donc Microsoft s'est rendu compte que finalement c'est beaucoup de boulot de maintenir cela et que ça
voilà, ça crée beaucoup de problèmes de compatibilité des pages web. Donc, ils ont décidé il y a un an de passer à Chromium, comme beaucoup d'autres, comme tu l'as déjà mentionné, comme Brave, comme Opera et autres et consorts. Ils utilisent tous la version open source du code source de Chromium, qui est un projet open source. C'est un projet qui à la base n'appartient pas, qui vient de Google, mais qui n'appartient pas plus à Google, donc qui est complètement indépendant et qui est quand même aussi la base pour après, ce qui est utilisé dans Chrome. Mais c'est pas pas exactement le même moteur, c'est surtout pas les mêmes caractéristiques. L'un étant open source, l'autre ne l'étant pas. Et donc ça rend du coup aussi Edge, et ça, Microsoft va aller plus loin que dire, on va utiliser le moteur de Chromium, mais on va aussi rendre tout le projet, finalement, Edge, open source. Ce qui est bien, donc on a pour une fois une vraie transparence du produit Microsoft, et ils vont contribuer largement au développement du projet open source Chromium. Sur l'année écoulée, ils se vantent d'avoir contribué à plus de 1600 fois dans le projet Chromium. C'est pas dans leur désintérêt, parce qu'en fait, ils ont aussi beaucoup contribué à justement enlever tous les liens qu'il y avait avec Google. Donc, c'est un peu pour rendre le projet vraiment indépendant de Google, leur concurrent. Mais c'est une bonne chose, hein. C'est une très bonne chose, parce que ça va faire avancer la chose. Ça va surtout enlever beaucoup de bugs, parce qu'ils ont aussi fait des chasses aux bugs, où ils ont incité des spécialistes de la sécurité à traquer les bugs. Ils ont mis une récompense financière derrière pour que justement le projet Chromium avance. Donc c'est une bonne chose qu'on utilise ça, et c'est un projet open source, ça plaît beaucoup. Donc, la guerre, entre guillemets, des moteurs de rendu c'était complètement idiot en fait. Hein. C'est un combat perdu d'avance et complètement idiot, et qui était finalement desservait tout le monde, que ce soit les créateurs de sites web ou que ce soit même les éditeurs d'applications web, que ce soit Microsoft, Google ou autres. Ici, ça met un petit peu les choses à plat. Tout le monde logé, ou presque, hein, tout le monde à la même enseigne. Ça permet aussi aux développeurs de faire des trucs qui vont être beaucoup plus stables quelle que soit la plateforme, et au niveau esthétique également. Donc c'est plutôt positif. Enfin, en tout cas, on peut l'imaginer. On ne peut pas toujours être très positif quand il y a une espèce d'uniformisation comme ça latérale, mais là, pour le coup, voilà, c'est pourquoi réinventer la roue. Si on en a une qui va bien, autant la garder, quoi. Je sais pas si Aurélien voulait rajouter un truc là-dessus ou pas. Oui, j'ai une petite histoire. Il y a un mois, je crois, j'avais commandé un truc qui m'est arrivé. J'étais livré parfaitement. Et puis, une semaine après, j'attendais rien de particulier. J'ai reçu le même colis. Et quelqu'un qui m'appelle, il me dit voilà, je suis le patron de la boîte qui vous a envoyé le colis. Et en fait, on vient de changer de navigateur. On a Edge maintenant, et les scripts qu'on faisait tourner sur notre ancien navigateur, sur Edge. Ça a tout décalé d'une ligne, du coup, vous avez eu 2 colis. Donc, comme quoi, ces histoires de navigateurs, ça a des conséquences quand même sur le e-business de manière importante. Oui, et puis des conséquences inattendues aussi, parce qu'on voit apparaître des choses qu'on ne devrait pas voir apparaître, parce que c'était pas conçu comme ça, et puis voilà, quoi. Alors, de temps en temps, alors ça, par contre, c'est pas du tout lié à Chromium, c'est toutes les boîtes qui s'ouvrent dans le navigateur, qui vous invitent à des avis, quelles qu'elles soient d'ailleurs, dans tous les sens. Avant, on avait les fameuses pop-up, on s'en rappelle. Maintenant, on a d'autres procédés pour arriver à ouvrir des petites boîtes dans tous les sens, et c'est usant, c'est fatigant. On les bloque en général. On essaye en tout cas de les bloquer. On a fait le tour de cette question avec Edge, soyons clairs. Toute autre chose, et c'est avec Aurélien qu'on va en parler, eDeliver for You, c'est un prototype de livraison du dernier kilomètre. C'est un des enjeux de la livraison à domicile, ce fameux dernier kilomètre, Aurélien. Oui, alors je vais commencer par une petite aparté. On en avait parlé, je crois, l'année dernière. Vous en aviez parlé l'année dernière
concernant donc le CES, je présente pas les rapports d'Olivier Ezrati. Donc il y a eu un pré-rapport, un rapport, on va dire sommaire pendant le CES qui a été publié cette semaine. De 15 pages. Oui, sommaire de 15 pages. Bon, admettons. En tous les cas, je l'ai lu. Lu consciencieusement. Il y a des belles choses dedans. J'invite tous ceux qui veulent avoir un regard ou un avis, en tous les cas, éclairé sur le CES. Ouais. À chaud de lire ce rapport d'Olivier Ezrati. Le rapport complet, je pense qu'il le publie le 27 janvier, si je ne dis pas de bêtises, à une heure très précise d'ailleurs. Et il comptera plus de 30 pages, je pense, avec beaucoup de photos, parce qu'il prend énormément de photos. C'est en fait son dictaphone à lui, paraît-il. Il prend des photos de tout, et puis après, il retranscrit ce qu'il a vu. Mais c'est vrai que c'est une somme, et c'est chaque fois très attendu depuis 14 ou 15 ans maintenant qu'il va au CES à Las Vegas. C'est quelque chose qui est chaque fois assez attendu par ceux qui n'y étaient pas, et même des fois par ceux qui y étaient et qui n'ont pas pu tout voir. Tout à fait. Voilà. Donc je voulais quand même vous parler d'une innovation qui a été présentée au CES. Donc c'est Valeo, la firme française, l'équipementier automobile connu de Valeo, qui a présenté un prototype de droïde. Donc c'est une petite voiturette, on va dire, autonome, pour faire la livraison du dernier kilomètre. Alors, c'est pas Valeo ne commercialisera pas ce petit. Donc c'est un petit format petite voiture. Ça fait 2,80 m de long, 1,20 m de large et 1,70 m de haut. Et donc c'est vraiment un prototype pour montrer ce qu'on peut faire avec les sous-ensembles ou les équipements produits en série par Valeo. D'accord. Donc pour vous donner quelques chiffres. Sur l'engin en question, il y a 4 lidars, une caméra frontale, 4 caméras fish-eye pour, à mon avis, traquer ce qu'il y a autour, 4 radars et 12 capteurs à ultrasons. Donc il y a du monde quand même, hein, c'est la conduite autonome, ça se fait pas comme ça. Il circule donc à 12 km/h de manière autonome en ville. Donc ça, je ne sais pas, par contre... j'ai du mal à imaginer si ça sera sur la route, parce que 12 km/h sur la route, on va certainement faire des bouchons à Paris avec ça. Ou sur les trottoirs, je sais pas. La vitesse moyenne à Paris, elle doit pas être très très élevée. Non, mais bon, 12 km/h quand même, c'est pas élevé. C'est peu. Et donc l'objectif, c'est donc de présenter les produits de navigation développés et produits en série par Valeo. Et donc il y a une autonomie de 100 km quand même, c'est pas négligeable. Je pense que ça peut vraisemblablement tenir une journée. Et ce châssis, en fait, il est surmonté d'une boîte dans laquelle il y a plusieurs compartiments qui sont sécurisés, et donc l'utilisateur arrivera avec un smartphone et déverrouillera le casier numéro 3 pour récupérer soit son repas, soit son colis. Et donc ils sont en partenariat sur ce casier avec une boîte chinoise qui s'appelle Meituan Dianping, excusez-moi pour la prononciation, qui est a priori une boîte qui livre des repas en Chine. Et donc le petit droïde est capable de livrer 17 repas dans sa tournée. Donc voilà, c'est pourquoi pas. Hein. Il y a de plus en plus de livraisons de repas pour les personnes âgées, dépendantes. Oui, c'est vrai. Ça peut être aussi un bon moyen à partir d'un camion central d'avoir plusieurs petits droïdes qui vont serpenter les rues pour... Je pense que ceux qui sont un petit peu calés en calcul et en Oreca et en repas, etc. 17 repas. Je ne sais pas quelle marge il faut faire sur les repas pour arriver à financer ce bidule. À mon avis, ça va être de repas un petit peu coûteux. Ça va être le sandwich va être cher, quoi. Mais ceci dit, c'est une belle démonstration de force ou de compétence, de savoir-faire, etc. C'est un peu ça aussi. Je pense, c'est une vitrine. Je pense de leur savoir-faire. C'est bien joué quelque part de le mettre de cette manière-là en avant. Les 17 repas, je suis moins convaincu, soyons très clairs. Ceci étant dit, ces histoires de
casier que l'on déverrouille avec son smartphone ou avec un code barre, etc. On a ça à peu près partout maintenant. Hein. Nous, en tout cas en Belgique, on a ça. La Poste, par exemple, gère ce genre de choses. Quand on doit aller chercher un colis, on va dans un point retrait, et puis là, il y a des casiers de ce genre-là, et on s'oriente vers le bon casier, on récupère. Enfin, je vous raconte pas l'histoire. Ici, c'est un peu le même principe. Plutôt que des sandwichs, on pourrait livrer des choses, à plus haute valeur ajoutée peut-être. Pour arriver à rentabiliser ce petit véhicule qui, à mon avis, quand même, il va falloir en fabriquer un paquet pour arriver à le rentabiliser. Je ne sais pas ce qu'en pense Bruno, il opine du chef. Je suis tout à fait d'accord. Et puis ils vont intégrer un mode fitness, parce que si tu loupes le moment où ça arrive, tu dois te courir derrière pour le rattraper. Donc 12 km/h, c'est déjà pas mal. 12 km/h, c'est bien. Ouais, c'est un bon entraîneur en plus. Si tu veux ton repas, tu dois courir. Donc tu cours avant de prendre des calories en fait. Bon, voilà, c'est une belle démonstration. Et au pire, tu cours 100 km. Oui, c'est ça. Au pire, parce qu'il y a cette histoire d'autonomie, ce qui est quand même pas mal aussi, hein, il faut bien le dire. Donc, c'est plutôt, moi je trouve ça plutôt bien foutu, hein, soyons clairs, c'est vers des trucs comme ça qu'on va aller de plus en plus, à mon avis. Bon, après, il va falloir se mettre d'accord sur un format de véhicule et sur où est-ce qu'on va les faire rouler, effectivement. Je pense que c'est quelque chose d'important à régler avant toute chose, je pense. Allez, des maths dans le 241e épisode des Technos, avec des équations à résoudre. Enfin, on a envie de dire, une intelligence artificielle a réussi à résoudre une équation mathématique, parce que, et c'est assez étrange, c'était pas arrivé avant, alors que quand même une équation mathématique, c'est des maths, donc a priori ça devrait être relativement simple pour une machine, hein, c'est ce qui me semble en tout cas. C'est qui nous en parle? C'est moi. Ah ben voilà, Bruno. Oui, non, effectivement, j'ai été étonné de lire un peu plus, et je suis allé beaucoup plus loin pour voir un petit peu ce qu'il en est. Et oui, effectivement, pour résoudre les équations de deuxième et autre degré, mais des trucs complexes, ça c'est pas des trucs qu'on apprend à l'école, hein, en secondaire, c'est des choses très très complexes. Les gros programmes mathématiques comme Mathematica, Maple, MATLAB utilisent en fait des algorithmes déterministes. Un algorithme déterministe, c'est simplement finalement une série de tests qui va essayer de trouver la solution, en passant en revue toute une série de solutions. Donc il n'y a pas une méthode, un algorithme qui va pouvoir résoudre une équation rapidement. Et c'est très très lourd, ça prend du temps bien entendu. Avec les puissances de calcul qu'on a de nos jours, c'est relatif, hein. Quand on dit ça prend du temps, ça veut dire ça prend quelques secondes, voire quelques minutes. Et le problème même, et ça c'est plus grave, c'est que ces méthodes-là n'arrivent pas toujours à résoudre les équations. Donc ça c'est assez grave, on va dire. Donc que des programmes mathématiques poussés n'arrivent pas à le faire. Donc on a les intelligences artificielles de nos jours qui, a priori, devraient pouvoir résoudre ça peut-être de manière un peu plus intéressante. Mais en fait, on mélange un petit peu l'intelligence artificielle, on en a parlé plusieurs fois, ce n'est pas une vraie intelligence. Donc l'intelligence artificielle de nos jours est plutôt une machine à statistiques qui va, suivant tous les cas de figure emmagasinés, sortir un résultat. Donc par exemple, si vous avez une caméra qui doit reconnaître un lapin dans une foule, peu importe, c'est un peu n'importe quoi, mais c'est pas grave, elle va devoir reconnaître un lapin et l'isoler dans une image de quelconque. Donc à force d'expérience et de dire voilà, j'ai retrouvé le lapin ou pas, elle va savoir dire voilà, dans cette image, à cet endroit-là, il y a effectivement un lapin. Mais c'est pas ça qui va nous aider à résoudre les équations. C'est un petit peu différent. Voilà, donc c'est pas du tout la même chose. Donc c'est des chercheurs français, beaucoup autour de la France en ce moment, des chercheurs français de Facebook qui se sont dit on va utiliser ce qu'on a sous la main. Qu'est-ce qu'on a sous la main? Des logiciels, des algorithmes de traduction automatique. Quand vous avez dans Facebook, quand vous lisez quelque chose dans une autre langue, vous avez un petit bouton traduire, oui. Et ça va traduire, comme toutes les autres traductions, va traduire des caractères quelconques dans d'autres caractères qui vont vous parler à vous.
fait, c'est grosso modo ce qui se passe. Donc, il va prendre un mot et le transformer dans un autre mot dans la langue que vous connaissez, mais il va aussi prendre le contexte pour transformer des expressions. Ça va marcher plus ou moins bien. Le deep learning, l'intelligence artificielle, va faire que ça va apprendre de ses erreurs. On va lui dire si c'est une bonne traduction, pas une bonne traduction. Et c'est comme ça que ça va avancer. Donc, c'est à nouveau pas une intelligence artificielle, mais ça va plus dans le sens de résoudre une équation. Une équation, en fait, avec ces algorithmes-là, le logiciel va en fait transformer des caractères dans d'autres caractères. Donc c'est la même méthode finalement, et va essayer d'avoir une solution. Il s'avère que ces algorithmes-là vont avoir plus de chances, plus d'efficacité à trouver la solution de l'équation que les algorithmes déterministes de mathématiques, et ça sera beaucoup plus rapide. Ça, c'est déjà un grand avantage. Par contre, ils ne savent pas dire que c'est la solution et juste ou pas. Donc ça, c'est le gros problème. On l'a résolu, mais on n'est pas sûr du résultat. C'est comme... Exactement. Donc, on a une solution, mais est-ce que c'est juste ou c'est pas juste? Mais on est très proche. Ils sont à 99,97% d'exactitude. Donc, non, 99,7% d'exactitude. Donc, on est très proche, mais on n'a pas la certitude, on n'est pas à 100% être certain. Bon, maintenant, l'idée, ça sera de prendre cette méthode-là, de la combiner aux méthodes... Ils vont croiser les résultats. Croiser et d'avoir finalement quelque chose qui va vous donner effectivement la solution. Donc, c'est une vraie avancée, sans l'être vraiment, mais ça donne beaucoup d'espoir pour l'intelligence artificielle telle qu'on la regarde. On va utiliser une intelligence artificielle un peu différente, ou pour un domaine où on ne soupçonnait pas, mais pas les algorithmes qu'on soupçonnait pouvoir marcher pour résoudre cela. C'est un peu ça la différence. Voilà. Donc, mais je me suis penché, c'est un petit fait intéressant, c'est que je me suis penché un petit peu plus sur l'intelligence artificielle et surtout sur le fait de reconnaissance visuelle et sonore qu'on connaît dans Shazam ou autre pour le son. Et il s'avère que, en fait, toutes ces méthodes-là ne sont jamais fiables à 100%. Et il suffit de changer quelques pixels d'une image pour que l'intelligence artificielle, au lieu d'y voir un lapin, alors que tout le monde voit un lapin, il va y voir une vache. Donc, voilà. Et il n'y a que quelques pixels qui ont changé dans l'image. Donc, c'est assez troublant, en fait. Mais en fait, on est confronté à un problème, c'est qu'on commence à avoir un outil algorithmique, mais on n'a pas vraiment de théorie et de théorèmes pour expliquer beaucoup de phénomènes qui se passent là, qui vont automatiquement se développer d'eux-mêmes grâce au deep learning. Donc, on est en train de créer finalement un petit monstre et qu'on va pas pouvoir contrôler, en fait. Donc en gros, ce que tu nous dis, c'est que voilà, on constate des erreurs, mais on ne peut pas encore diagnostiquer le problème quelque part. On procède par essai et erreur, et en avançant comme ça, on se dit là ça a fonctionné, mais le pourquoi ça n'a pas fonctionné, ça va demander des calculs encore plus approfondis qui vont encore demander plus de temps, et voilà, c'est un peu ça le. C'est exactement ça, oui. Ce qui veut dire que par exemple, quand vous dictez un texte dans un tel logiciel, il va presque toujours comprendre exactement ce que vous dites. Il suffit qu'il y ait un bruit de fond bien spécifique pour qu'il vous mette une phrase complètement différente. Ceci étant dit, il y a moyen de tromper l'algorithme. Bien sûr, mais l'oreille humaine peut être trompée par ce genre de choses aussi. Si tu mets un marteau-piqueur derrière moi, on va pas me comprendre de la même façon. Il faudra remettre les choses un peu dans le contexte aussi, à mon avis, mais voilà. Il y a quand même des limites forcément à ce genre de choses. Aurélien avait peut-être un commentaire à faire sur cette intelligence artificielle. Alors, il faudra un jour qu'on fasse le point sur ce qui est une intelligence artificielle. On en a déjà un petit peu parlé, et ce qui ne l'est pas, mais en tout cas sur ce principe entre guillemets de résolution d'équations plutôt complexes. Alors, j'ai utilisé par le passé des calculs formels dont Bruno parlait, oui. Bruno parlait, pardon. Donc, l'idée, c'est d'avoir une grande équation, et au lieu de passer par des chiffres, parce que MATLAB ou Maple ou ce que vous voulez, au lieu de passer toujours par des chiffres et des essais pour trouver quelle est la solution de l'équation, le calcul formel, c'est manipuler justement des équations avec les inconnus dedans. Et donc, il transforme une équation en une autre équation, mais toujours en gardant les inconnus dedans. C'est vrai que c'est puissant, mais il y a certaines limites à ça.
et ça ne remplit pas tout. Donc, attaquer ce problème-là par un autre versant qui est celui de l'intelligence artificielle, moi je demande à voir, ça me paraît très intéressant. C'est moi qui avait relevé la news là, donc je suis content que Marc, que Bruno pardon les reprise. Oui. Mais c'est un sujet vraiment à creuser. Moi, si j'avais beaucoup de temps, j'essaierais de comprendre bien ça dans le détail. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant de tout comme transformer un mot d'une langue à une autre, transformer une expression mathématique d'un état à un autre. C'est vrai qu'il y a un parallèle et je vois bien les choses. Mais c'est vrai que les cas concrets, j'aimerais bien les voir et voilà. Bon, là, il y a un article, alors on cite nos sources, enfin on ne les cite pas toujours verbalement, mais on met toujours nos sources en lien dans notre blog, lestechno.be, mais également en regard de la vidéo sur YouTube et voilà, et partout où on peut, en tout cas, parce que l'idée c'est aussi de partager cette veille et ces connaissances. Là, c'était un article dans Science et Vie, en l'occurrence, donc je vous invite à aller lire. Il est assez long et assez documenté aussi. Je vois qu'il y a plein de liens vers d'autres sources, etc. Donc là aussi, il y a moyen d'aller plus loin. Donc si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil sur nos sources, sur lestechno.be ou sur notre page, enfin sur notre chaîne YouTube. Voilà, qui dit on va pas régler le problème aujourd'hui, hein, soyons clairs. La lettre I comme Instagram, alors que j'ai perdu ma conduite. Ah non, elle est là. Instagram qui teste la messagerie depuis le web. Alors là, il va falloir qu'on m'explique parce que il y avait déjà des messageries, enfin Instagram qui appartient à Facebook, hein, rappelons-le. Il y avait Messenger, il existe des choses. Alors, c'est quoi cette histoire de test, Bruno ? Alors, je vous explique un petit peu le contexte. Donc, effectivement, le groupe Facebook, il a différents systèmes de messagerie, Messenger, WhatsApp. Hein, il faut oublier que WhatsApp appartient à Facebook aussi. C'est juste. Et puis, il y a Instagram. Instagram est une application qui, à la base, était exclusivement sur smartphone. Et ils ont intégré des direct, c'est Instagram Direct. C'est en fait la possibilité entre utilisateurs de s'envoyer des messages. D'accord. Un peu une messagerie intégrée dans ce qui est Instagram. Mais ça, ce n'était pour l'instant que disponible sur smartphone. Sur navigateur, on avait accès au flux Instagram et on pouvait juste liker, commenter. On ne pouvait pas poster de flux non plus, enfin de posts Instagram sur la version web. Donc là, ils se sont dit, bon, on a déjà de plus en plus de gens qui vont peut-être pas installer Instagram, mais qui vont utiliser un navigateur qui soit mobile ou pas, ou qui sont devant l'ordinateur, surtout pour chatter, pour communiquer. Donc, l'idée à la base, in fine, c'est un peu de fusionner toutes les messageries Facebook, donc Messenger, Instagram et WhatsApp. WhatsApp s'utilise en web aussi, Messenger bien entendu. Donc c'est cette idée-là, et on pourra même maintenant, bientôt poster aussi des photos directement dans la version web d'Instagram. Donc tout ça est en phase de test. Vous me dites c'est peut-être pas quelque chose de révolutionnaire. Faut pas oublier qu'il y a de plus en plus de gens qui font une croix sur Facebook et qui font une croix finalement aussi sur Messenger. Donc l'idée en fait c'est Facebook veut pas perdre ces utilisateurs-là qui sont beaucoup passés au niveau des jeunes sur Instagram qui utilisent surtout des photos pour communiquer finalement. C'est de les garder fidèles et pas qu'ils utilisent un autre système de messagerie que le leur, hein, ou une de leurs plateformes de messagerie. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc c'est pour ça qu'ils veulent avoir tout aussi accessible sur le web. Et si après à un certain moment ça fusionne, ils ont gardé tous les clients finalement qui voulaient avoir, tous les utilisateurs qui voulaient avoir. Oui, parce qu'ils avaient aussi conditionné l'usage de Messenger à l'ouverture d'un compte Facebook, si je dis pas de bêtises. Donc c'était un peu, ils sont à un moment donné tiré un petit peu une balle dans le pied, hein, soyons clairs, parce qu'il y a encore des gens qui quittaient Facebook, qui voulaient quitter Facebook, mais qui appréciaient particulièrement Messenger. Enfin voilà, c'est dans ce groupe Facebook, hein, on peut l'appeler comme ça maintenant, puisque même au niveau des visuels, hein, on retrouve la marque Facebook, même sur Instagram by Facebook, etc. Dans ce groupe Facebook, il y a tellement de choses qui s'interconnectent les unes aux autres que finalement on finit un petit peu par s'y perdre et voilà. Alors, on peut apprécier Instagram et ne pas aimer Facebook pour X ou Y raison, on peut apprécier tel système de messagerie par rapport à un autre pour telle raison. Ce que je crains un tout petit peu, c'est justement
le fait que tout soit un peu fondu et imbriqué l'un dans l'autre, avec une fois de plus, on le dit régulièrement ici, mais on n'est pas le seul à le dire également, ce côté un petit peu flou sur l'usage qui est fait des données que l'on communique finalement, parce qu'on communique des données les uns par rapport aux autres. WhatsApp est crypté normalement de bout en bout, ce qui n'était pas le cas de Messenger, ce qui n'est toujours pas à mon avis. Donc est-ce qu'on va pas perdre quelque chose là-dedans, dans la bagarre? Est-ce que tout ça va rester encore lisible, on va dire ça comme ça, pour l'usager lambda, ou même celui qui s'y intéresse d'un petit peu plus près? C'est un peu ça, on peut s'inquiéter de ça, quoi. C'est un peu ça l'idée aussi, quoi. Je sais pas s'il y a un truc à rajouter sur une petite news, mais c'est quand même intéressant de le savoir. Merci Bruno. Ah tiens, c'est la première fois que ça fait ça, c'est le titre qui est un petit peu tronqué. On va parler de moteur de recherche. Ah bah oui, ça c'est comme normalement un mot, on n'en met pas trois. Voilà. M comme moteur de recherche. Qwant, on en a un petit peu parlé au début de cet épisode, de Qwant, qui devient le moteur de recherche de l'administration française. Et donc l'outil, entre guillemets, dont vont se servir les fonctionnaires en France dorénavant. C'est Aurélien qui nous en parle. Oui. Donc, on va y revenir. Alors, il y a ces deux petites news. En fait, c'est deux petites news au sujet de Qwant. Cédric O, donc le secrétaire d'État, je crois, chargé du numérique, avait promis au patron de Qwant, parce que vous le verrez plus tard, mais Qwant, c'est pas la grosse joie chez Qwant. Ils sont, malgré beaucoup de com, ils sont pas à la hauteur de ce qu'ils espéraient en termes d'utilisation. Donc Cédric O avait promis en mai 2019 que Qwant, on fait un peu de protectionnisme aussi en France, serait le moteur de recherche de l'administration. Mais à l'été 2019, 6% des Français préféraient Qwant à Google, ce qui est quand même on parlait de protection des données et de tout ça, oui, mais on n'aime pas donner nos données, mais en même temps, on préfère les résultats de recherche de Google que ceux de Qwant. Oui. Donc, il faut aussi savoir... faut savoir ce qu'on veut. Il faut aussi savoir ce qu'on veut. Et donc, c'est officiel. Depuis le 9 janvier, Qwant va équiper tous les PC et tous les browsers de l'administration française. Ça en fait pas mal. Donc, espérons que rien que ça leur permettra d'être plus connus, d'être plus utilisés, de faire croître leur chiffre d'affaires et que le moteur de recherche marche de mieux en mieux. Donc ça, c'est la première news. La deuxième news, c'est qu'il y a quand même du changement chez Qwant. Le patron, on va dire fondateur historique, Eric Léandri, a décidé, en raison des résultats qui n'étaient pas forcément au rendez-vous, de quitter la présidence. Au profit de quelqu'un qui faisait du marketing, Jean-Claude Guizouy, G-H-I-2-Z-O-U-I, qui était plus du côté marketing et vente de chez Qwant. Alors, l'ancien patron reste quand même un actionnaire majeur de la plateforme. Et il reste au conseil scientifique et stratégique de Qwant, donc il ne quitte pas le navire complètement. Et son nouveau poste va permettre de recapitaliser la société, qui compte déjà 150 salariés, ça commence à être une belle société, par la Caisse des dépôts et le groupe de presse allemand, que tu dois connaître, Marc, Axel Springer. C'est le groupe majeur, je crois, en Allemagne, avec Das Bild, Die Welt et, je ne savais pas, mais lacentrale.fr, plateforme de vente de voitures, appartient à Axel Springer. Donc, ils sont partout, ces Allemands. Mais ceci dit, j'ai lu l'article aussi, il y a eu plusieurs articles d'ailleurs, parce qu'Éric Léandri a fait quelques déclarations à l'AFP, donc ça a été repris partout, où il explique qu'il considère qu'il avait fait ce qu'il avait à faire, que c'était son devoir, sa mission était quelque part remplie, il ne pourrait pas aller plus loin avec son moteur de recherche, en tout cas en termes de la manière de l'imposer et la culture qui va avec Qwant, parce qu'il est fort lié finalement à Léandri. On l'a vu quand même à plusieurs reprises faire des sorties sur les réseaux sociaux qui étaient plutôt bien vues
avec un certain humour, enfin, en tout cas avec une verve qui lui est propre. Et là, maintenant, on passe à autre chose, effectivement, et on passe à la monétisation. Et là, il faut d'autres compétences. Et il trouve peut-être plus sage de faire un pas de côté, de laisser la main à des gens, ou en tout cas à quelqu'un qui est parfait ou qui serait parfait dans cette fonction, ce qui voilà, est assez logique dans ce genre, dans la vie de ce type d'entreprise, à un moment donné, de passer à une phase suivante. Et là, il faut à un moment donné changer le staff et mettre d'autres compétences en avant, quoi. C'est ça l'idée, hein. Je dis pas de bêtises. Il se trouve qu'effectivement, hasard des calendriers ou pas, à voir, le fait qu'on retrouve Quant maintenant dans les administrations françaises, on va voir ce que ça va donner aussi, hein. Je suis pas sûr que tout le monde va être très très content, parce que comme tu le disais, quand on est habitué entre guillemets à Google et à la manière dont Google répond, de plus en plus, chaque fois on le dit, mais c'est de plus en plus, j'y mets des guillemets, mais c'est une efficacité relativement redoutable. Il faut courir derrière, quoi, hein. C'est un peu ça la difficulté du truc. Et voilà, on va voir comment tout ça va se mettre en place, évoluer. Moi, je pense qu'il faut donner sa chance aux outils alternatifs face à Google, hein. Il faut pas hésiter. On parlait de DuckDuckGo là tout à l'heure. C'est aussi une forme d'alternative aux outils Google. Il faut les tester, il faut les essayer. Et si ça vous convient, pourquoi pas continuer. Mais ça demande un effort. Il faut le reconnaître. Aurélien, oui. Oui, pour autant, j'avais été un peu surpris, moi, dans les quelques salons où je suis allé en 2019, je pense à Vivatech, je pense à d'autres salons à Lyon, Quant avait toujours un stand, donc ils n'étaient pas inactifs, hein, au niveau marketing, hein. Au contraire, je trouvais qu'ils avaient une stratégie marketing qui était d'être présent sur les salons, les gros salons, les salons professionnels aussi. Ouais. Donc, voilà, c'est une entreprise française. A priori, Léandri disait que lui, il était très fier et très content des outils techniques du moteur de recherche qu'il trouve, alors je peux pas juger, mais que lui trouve abouti, efficace, et voilà. Après, c'est sûr que, comme tous les algorithmes et tout, typiquement les moteurs de recherche. Ça va même plus loin que ça, Aurélien. C'est la manière dont on affiche les résultats aujourd'hui qui fait la différence. Quand tu regardes Google aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font ? Ils mettent de plus en plus des résultats dans la page de résultats, des données, des informations qui conduisent à ce qu'on appelle le zéro-clic. C'est-à-dire que, d'après ce que je sais, plus d'une recherche sur deux sur Google ne conduit pas à un clic vers le site que l'on cherchait, parce que l'information est remontée dans la page de Google, ce qui pose d'énormes problèmes d'ailleurs aux éditeurs de contenu, etc. Regarde les podcasts qui remontent eux aussi avec un player MBD dans la page, directement dans les résultats. Ça fait quand même une grosse différence. C'est plus un moteur de recherche, c'est un moteur de contenu et qui rend du contenu. Donc voilà, il y a de véritables enjeux économiques derrière, parce que ça peut tuer un écosystème, hein, ce genre de pratique. Ouais. Et Google a la force de frappe d'y arriver, de faire plier entre guillemets les éditeurs de contenu. Et ça peut faire grincer des dents. Et Quant, se réfugiant à juste titre derrière une certaine éthique, va pas pouvoir aller sur ce terrain-là, et c'est pas souhaitable sans doute, mais ça reste quand même, le bras de fer va être un petit peu disproportionné, déséquilibré. Déséquilibré. Ouais. Bruno, peut-être, je sais pas si tu avais un truc à rajouter là-dessus ou pas. Non, voilà. Pas d'avis. Pas d'avis là-dessus. Ok, d'accord. Et Aurélien, on a fait le tour de cette question, mais on va garder un œil là-dessus et sur toutes les alternatives, justement, parce que c'est intéressant de voir aussi comment ça se passe au niveau européen, national, en France, en Belgique, etc. Ces outils, il faut un peu les porter à un moment donné et pas nécessairement systématiquement tout dénigrer, parce que ça, on a un peu tendance aussi trop, je trouve, à être trop critique par rapport aux choses qui sont faites par chez nous. C'est bien d'être critique, mais il faut être un petit peu constructif aussi de temps en temps, et donc là, c'est quand même important de le rappeler. La lettre M comme musique. De quoi s'agit-il ? J'ai de nouveau perdu ma conduite, décidément. De musique. On parle avec Bruno de Spotify qui lance des playlists un petit peu particulières pour les animaux. Est-ce que c'est des miaou ou c'est vraiment de la musique, ou de quoi s'agit-il ? C'est vraiment la musique. Bon, en fait, Spotify, ils sont forts et il faut qu'ils se démarquent un petit peu
des autres, des concurrents qui ont a priori à peu près le même catalogue. Hein. Donc voilà, quoi que vous choisissez comme service de streaming audio, vous aurez à peu près la même chose, dans différentes qualités, il est vrai, mais ça coûtera à peu près la même chose aussi. Donc voilà, c'est un choix philosophique finalement, ou alors marketing, poussé par le marketing viral en l'occurrence, parce que c'est vraiment une news enfin une fonctionnalité qui va faire parler de Spotify, et vous allez choisir Spotify, ou peut-être vous l'avez déjà et ça va vous faire rigoler. En fait, l'idée c'est qu'on en a beaucoup d'entre nous, un animal de compagnie, de temps en temps on entend le mien en fond. Aujourd'hui je l'ai calmé un petit peu, donc ça va, mais je pourrais lui faire sa playlist. Parce qu'ils ont voilà, la fonctionnalité, c'est vous choisissez votre type d'animal de compagnie, un chat, un chien classique, un hamster, un peu moins classique, un oiseau, oui ça va, un lézard, oui lézard, un lézard. Donc voilà, je choisis mon animal de compagnie, je choisis son état d'esprit, donc comme s'il est actif, s'il est violent, etc., etc. Donc, on va définir finalement la personnalité de son animal de compagnie, oui, parce qu'ils ont des personnalités. Et en fonction, ça va créer une playlist qui va déjà... c'est pas une playlist pour l'animal, c'est pour vous. Mais c'est censé vous rappeler votre animal. Donc, il y aura des chansons forcément que vous avez écoutées par le passé sur le service de streaming. Il y aura quelques chansons qui vont intégrer le mot chien ou chat si vous avez choisi un chien ou un chat, et ça crée des playlists intéressantes ou pas, mais normalement assez pertinentes. Vous mettez le nom. Ça dépendra de l'animal. Et vous mettez le nom de l'animal, une petite photo, vous partagez ça avec vos amis, et c'est là que ça se fait, la magie se fait pour Spotify, hein, pas pour vous. Donc il y aura des gens qui vont vouloir s'abonner à Spotify parce que c'est une fonctionnalité un petit peu différente, on va dire. Et ça crée apparemment, je n'ai pas encore testé, mais ça crée apparemment des playlists quand même assez intéressantes. Donc à tester éventuellement. Donc c'est quelque chose que vous pouvez auquel vous pouvez accéder gratuitement et créer votre playlist. Après, vous aurez de la publicité si vous n'avez pas le service payant, et si vous êtes en premium, vous n'avez pas de publicité. Donc c'est voilà. C'est qu'il y a quelques années, moi je me rappelle, j'avais fait un sujet là-dessus en radio, et je me rappelle très très bien. Il y avait une société qui avait conçu des publicités pour les animaux. C'est-à-dire des spots publicitaires qui faisaient réagir, en l'occurrence c'était des chiens, qui les faisaient réagir, et c'était de la pub bien souvent pour de la bouffe pour chiens, quoi. En gros, voilà. Mais l'idée c'était d'arriver à trouver le soi-disant, hein, je suis pas sûr que ça saurait si ça avait bien fonctionné, je pense qu'on aurait fait des gros titres, mais à l'époque, c'était la promesse était la suivante, c'est on vous fait un spot publicitaire qui passe à la radio et qui va faire aboyer votre chien, quoi, qui va le faire réagir parce que on va lui proposer des croquettes de telle marque, et il va être tout content, il va remuer la queue, et voilà, et vous allez être content aussi de lui acheter ses croquettes parce qu'il a réagi au spot publicitaire. Ce qui dans le fond, sur le concept même, plutôt rigolo, mais voilà, on est un peu sur la même vanne, sauf que là, on n'a aucun retour sur investissement possible, à mon avis, si ce n'est de diffuser des ronrons et voilà, mais ça va plus faire plaisir peut-être aux gens eux-mêmes d'écouter des chats ronronner, paraît que c'est relaxant en plus, donc voilà, c'est quand même très particulier, quoi. Bon, évidemment, on en a parlé, donc du coup, c'est plutôt bien. Voilà. Ils ont réussi leur coup, on en a parlé. Aurélien, t'avais une question ou une idée ou un remarque là-dessus? Est-ce qu'il y a les aristochats dans la... Les aristochats. C'est vrai qu'il y a je sais pas comment les chats voient la télévision, mais certains d'entre eux, ça je le sais, réagissent à certaines images et à certains personnages. Voilà. Et donc peut-être qu'il y a moyen effectivement de les faire agir d'une manière ou d'une autre à une image ou à du son. Voilà. Mais ça reste à prouver, évidemment. On va un petit peu parler d'obsolescence avec la lettre O, forcément, O comme obsolescence dans cet épisode, puisqu'on a annoncé, enfin c'était déjà annoncé par le passé, que Windows 7, en tout cas le support de Windows 7 s'achevait, c'était ce 14 janvier ou 15 janvier si je ne dis pas de bêtises, et que donc tout le monde allait devoir passer à Windows 10, d'où le O comme obsolescence, donc on dit bye bye Windows 7, ce qui semble, mais ça c'est toi qui vas nous le dire
Aurélien, je pense que c'est toi qui vas nous en parler, ce qui semble rebooster, redonner vie, entre guillemets, aux ventes de PC. Oui, alors, depuis 2011, les ventes de PC sont en baisse. On en a déjà parlé ici, à cause des tablettes, des smartphones, voilà, pour plein de raisons. Et en 2019, il y a deux instituts de veille, d'observation, IDC et Gartner, là, qui ont publié leurs chiffres. Donc, selon l'un, IDC, les expéditions de PC ont augmenté de 2,7%. Selon l'autre, de 0,6%. Bon, alors, vous coupez la poire en deux, ça peut augmenter. Et pourquoi ? Parce que justement, Windows 7 étant supprimé, enfin, le support de Windows 7 n'étant plus assuré, beaucoup pensent qu'il faut changer de matériel. Alors c'est là où je pousse un petit coup de gueule critique en disant il y a plein d'alternatives à changer son PC pour Windows 10. D'ailleurs, Microsoft pousse les gens et les entreprises notamment à acheter des nouveaux PC pour passer de Windows 7 à Windows 10. Si vous n'avez pas de besoin matériel, si vos besoins matériels n'ont pas changé, il n'y a aucune raison de changer vos ordinateurs. Clairement. Donc les 5 plus grands, donc Lenovo, HP, Dell, Apple et Acer, ça c'est les 5 plus gros marchands de PC du monde. Donc les 3 premiers, Lenovo, HP et Dell, leurs ventes ont augmenté. Les 2 seconds, Apple et les 4e et 5e places, Apple et Acer, ont diminué. Donc, alors pour vous expliquer la raison de mon coup de gueule, c'est que moi j'ai vu certains services informatiques proposer des migrations de Windows 7 à Windows 10, donc vous leur laissez votre machine et ils vous la redonnent avec Windows 10 pour 80 €. Donc ils vous font toute la sauvegarde, ils vous remettent toutes les applications, donc c'est quand même beaucoup moins onéreux que l'achat d'un nouveau PC. Et il y a quand même beaucoup d'autres solutions pour des vieilles machines. Alors ça, je laisserai d'autres chroniqueurs en parler bien mieux que moi, mais il y a des distributions Linux qui marchent très bien, qui sont quand même beaucoup moins gourmandes et qui permettraient aussi de démocratiser des solutions qui sont malheureusement marginales aujourd'hui. La fin du support c'est une chose. Maintenant, je pense qu'il n'est pas nécessaire de changer son PC parce que Windows 7 n'est plus supporté. Il n'y a plus de mise à jour sur Windows 7. Mais c'est comme à chaque changement de version par le passé. Chaque fois, il y a comme ça, c'est de l'opportunisme quelque part aussi de dire c'est une autre version de Windows, donc il va vous falloir une autre machine parce que la vôtre elle est obsolète, elle va plus supporter, etc. Or ici, Windows 10 est quand même relativement souple, on va dire, et permet quand même d'être installé même sur des configurations plus modestes, entre guillemets, tout en fonctionnant correctement. Et puis, bien sûr, oui, comme tu le disais, il y a d'autres alternatives sous Linux. On a déjà parlé dans certains hors-série avec Sébastien, entre autres, qui permettent d'avoir une machine fonctionnelle. Mais là, je te dirais que c'est un petit peu comme ce qu'on disait avec Google et Quen. C'est que les gens sont tellement habitués à utiliser des outils Microsoft qu'ils pensent qu'il n'y a que ceux-là qui fonctionnent correctement. Et donc, quand on leur met quelque chose d'autre entre les mains, alors que, grosso modo, c'est la même topologie, les choses sont au même endroit. On n'a pas juste parce que ça s'appelle Linux, mais un clic gauche à la place d'un clic droit, il y a un clic droit à la place d'un clic gauche. Non, on reste dans des choses qui sont connues. Malgré ça, ça n'a pas la couleur, ça n'a pas le parfum de ce qu'on a connu sous Windows 7, et donc du coup, on est un petit peu réfractaire. Ça, c'est peut-être dommage, mais c'est comme ça. Les gens sont comme ça. Qu'est-ce que vous voulez ? Et donc, forcément, ça booste les ventes. Donc il faut absolument vendre des nouveaux PC avec des nouveaux processeurs, avec tout ce qui va bien. Moi je dirais qu'on peut faire les deux, c'est-à-dire que si évidemment vous avez une voiture, une machine un peu ancienne
bah oui, et que vous avez un petit budget pour acheter un nouvel ordinateur sous Windows 10, pourquoi pas, mais en même temps, ne jetez pas l'ancienne machine, proposez-la. Je pense qu'il existe un peu partout en France comme en Belgique des associations qui récupèrent les vieilles machines, soit pour les recycler mécaniquement, en les démontant, etc., soit pour les recycler, pour faire de l'enseignement par exemple, pour installer dessus effectivement des versions Linux pour pouvoir les mettre dans les écoles et que les jeunes puissent faire leur apprentissage sur des machines. Je pense que vous ferez œuvre utile et voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses Aurélien ou ce qu'en pense Bruno. Je pense que c'est la meilleure des choses que l'on puisse conseiller quand il y a une nouvelle version qui arrive. Oui, tout à fait. Il faut certainement pas jeter son ordinateur. Là, il y a déjà des méthodes précieuses. Donc, un recyclage, oui, si c'est vraiment très vieux. Et puis, oui, c'est comme pour les voitures. Les voitures qui ne sont plus utilisées chez nous partent dans des pays où elle pourra encore avoir une utilité. Les ordinateurs, c'est la même chose. C'est pas parce qu'il a juste coûté à la base peut-être 1 000 € qu'après 5 ans, ça ne vaut plus rien. Pour beaucoup de gens, ça vaudra encore beaucoup et ça leur permettra effectivement d'apprendre l'outil informatique qui, de nos jours, est incontournable, même dans des pays du tiers-monde où ils n'ont pas les moyens d'acheter ce genre d'ordinateur, de machine. Cet ordinateur-là, sachez-le, peut réduire la fracture numérique, comme on l'appelle, d'une certaine manière. Il faut se renseigner. Il faut faire un peu l'effort de se renseigner. Et je pense que ça pourrait être l'objet d'un bon hors-série, d'ailleurs, d'essayer de faire une somme de ce qui est possible de faire comme ça avec une ancienne machine, tout comme avec un ancien smartphone, une ancienne tablette, avec d'anciens appareils de manière générale. Il y a des solutions qui, sans jouer les grands écologistes, mais permettent de faire en sorte que ce matériel ait une seconde vie, un second souffle, voire même peut-être un troisième souffle, et que ça puisse encore servir à quelque chose. Voilà, c'était mon petit laïus du jour. On peut passer à la suite. Est-ce comme SNCF, on va parler de tchouk-tchouk, des trains-trains, ou papa? Non, on va pas parler de train, on va parler de gare. D'une gare en particulier, celle de Rennes, manifestement Aurélien, où il se passe quelque chose de technologique. Oui. Quelque chose de technologique. C'est donc une expérimentation entre avec la SNCF, Orange et l'opérateur, Nokia, qui est dans la boucle, oui. Parce qu'ils veulent, les premières expérimentations de 5G ont lieu à la gare de Rennes. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est si vous prenez le TGV et que vous passez 10 minutes à attendre votre TGV, profitez-en pour télécharger un film en 5G pour... au lieu de passer au relais alors je sais pas si ça vous parle, ça, au kiosque on va dire, ou la librairie de la gare là où vous allez acheter votre roman, et sur le quai vous téléchargez directement votre film ou votre série. Et par contre je vous dis juste un petit truc, c'est que Rennes-Paris, j'ai vérifié, ça met 1h27, donc télécharger quelque chose qui dure moins d'1h27 en vitesse 1. Sinon, c'est trop long. Ou zapper le générique. mais donc, l'idée, c'est de le télécharger en gare, donc pendant qu'on attend son train, en gros, le télécharger en gare pour le regarder après offline dans le train. Comme quoi, les réseaux à bord des TGV sont vraiment pourris. Donc, ceci dit, c'est plutôt rigolo. C'est quoi ? C'est une démonstration de force, entre guillemets, pour montrer les avantages de la 5G ? Oui, c'est une expérimentation. Donc, alors à plusieurs points de vue. Déjà, c'est surtout 2020. Donc, si vous passez par la gare de Rennes, vous avez tout 2020 pour essayer ça. Vous n'êtes pas obligé d'être chez Orange. Vous pouvez être chez d'autres opérateurs et a priori, ça fonctionne. Ouais. Et donc, c'est des expérimentations qui visent à voir comment les gens s'en servent, qu'est-ce qu'ils font avec, voir si la bande des 26 GHz, parce que quand même ça rayonne, c'est quand même une antenne à mon avis. J'ai pas de photo de l'antenne, mais à mon avis c'est quand même quelque chose. Voir si ça fonctionne, si on met plein de gens qui téléchargent une série en 5G, si ça passe, voir les débits et voir les usages aussi, les usages des gens. Il faut avoir un téléphone compatible 5G. Alors aujourd'hui, la liste est relativement courte, voire très courte.
Et si vous avez un Apple, c'est pas avant novembre 2020. Donc là, voilà, la fenêtre d'expérimentation va être courte. Voilà. Mais bon, ça existe. On va pas. Voilà. Donc, Si, sur le marché, il y a des routeurs 5G aussi. Hein. Vous pouvez très bien installer un routeur 5G pour y brancher votre téléphone portable ou votre ordinateur portable en Wi-Fi, du coup. Donc, vous allez peut-être perdre un petit peu de cette expérimentation. Enfin, en même temps, voilà, il faut bien commencer par quelque chose. Bruno, je te voyais, effectivement. Je suis très dubitatif sur cette méthode de promotion de la 5G parce que, oui, déjà, je pense que c'est plus, effectivement... Je te coupe, mais je pensais aussi que c'était de la promotion de la 5G. Je pense que c'est plus, effectivement, un petit win-win du genre, voilà, nous, on doit faire des expérimentations, on veut tester une solution technique dans un lieu public, comme une gare, par exemple, et en échange de quoi, on vous propose un accès gratuit à ce réseau pour l'expérimenter. Donc, il y a un petit... c'est pas juste c'est pas le service promo qui a dit, tiens, on va faire de la 5G maintenant, comme ça, juste pour rire, on va leur offrir gratuitement, juste dans une gare. Non, je pense qu'il y a quand même l'aspect expérimental de la chose qui est mise en avant. Je dis pas de bêtises, Aurélien, c'est ça l'idée. Oui, c'est vraiment une expérimentation. Ouais. Par contre, c'est pas du Wi-Fi 5 GHz, hein, on parle bien de 5G bien sûr, cellulaire. Oui. Moi, je te parlais d'un routeur qui faisait la communication entre ton ordinateur et la 5G. Question rend le truc encore un petit peu plus complexe, quoi, juste pour déconner. Mais donc voilà, c'est effectivement, tout le monde n'est pas équipé, hein, soyons clairs, etc. Donc oui, c'est expérimental. À voir. Je me demande en combien de temps on télécharge un film d'1h30 en 5G. C'est parce qu'on n'a pas les débits, en fait. C'est quelques... C'est même pas... Enfin, c'est de l'ordre de quelques minutes, hein, même pas. Hein, ben voilà, donc ça ou alors un épisode des Technos. Si vous passez en gare de Rennes, voilà. On est disponible en vidéo, hein, donc n'hésitez pas. Vous pouvez nous télécharger et vous nous direz si ça a bien fonctionné ou pas. Et l'avantage, c'est que vous pourrez regarder l'épisode en entier en allant vers Paris. Parce que ça fait en général moins d'une heure. Ça dépend lesquels. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Enfin voilà, la 5G, ça commence tout doucement. Mais voilà, il faudra quand même un peu de temps avant de pouvoir dire qu'on a tous de la 5G en poche. Hein. Ça se compte en années, je pense, apparemment. La lettre S, comme streaming, tenez, ben voilà, on va encore parler quelque part de médias hein, aussi. C'est Netflix qui annonce une hausse de certains tarifs. C'est pas la première fois qu'on parle de ça, c'est récurrent en fait. Hein. Netflix augmente très régulièrement ses tarifs. C'est qui en parle? C'est moi. C'est moi. Fervent utilisateur de Netflix, effectivement. C'est pas vrai, ils n'augmentent pas les prix partout. Tout le temps. Non, ça c'est une chose. Ils choisissent bien leur pays où ils vont augmenter les tarifs. En Belgique, ils n'ont pas augmenté depuis 2014. Donc ça fait quand même plus de 5 ans maintenant. Mais là, du coup, ils vont augmenter. Ce qui est bizarre, ça c'est une petite constatation, c'est que les prix ne sont pas les mêmes partout. Oui, non, c'est pas tous égaux. Non, là, ça, c'est mon coup de gueule, parce que je suis au Luxembourg, petit pays. Oui. Déjà, c'est pas le même catalogue partout. On a encore cette différenciation des droits. Donc, le catalogue au Luxembourg est plus petit et on paye 2 € plus cher que tous les autres. Donc, plus riche. Voilà, c'est pour ça que, et en fait, quand on a un compte Netflix, on peut le prendre n'importe où et après, on est quand même indépendant de cela. Oui. Donc voilà. Indexé sur le PIB. Voilà, peut-être. Oui, bon, moi j'aimerais bien qu'il n'y ait plus de frontières à ce niveau-là, au niveau du contenu. Soit. Mais pourquoi est-ce qu'ils doivent augmenter leur prix alors que d'autres des concurrents font des offres maintenant moins chères? On pense à Disney+, etc. Et Apple qui veulent vraiment. Oui, mais avec un catalogue. Attention, avec un petit catalogue. Apple, la première année, Apple, tu n'as pas grand-chose. Hein, non, soyons clairs. Je suis d'accord. Mais Netflix, eux, par contre, voilà, ils doivent augmenter les prix parce qu'ils ont de plus en plus d'investissements. Ils coproduisent de plus en plus de séries et de films. Oui. Aussi, beaucoup de contenu interactif, comme Black Mirror ou You vs. Wild. Donc, c'est quelque chose qui coûte de l'argent et ces fonctionnalités-là, faut bien les payer quelque part. Parce qu'il n'y a pas de publicité sur Netflix. Donc, c'est vraiment que les abonnements qui payent cela. Donc, voilà. Finalement, réfléchissez un petit peu pour le contenu, même si on va dire que qualitativement, c'est peut-être pas forcément un catalogue
qui parlera à tout le monde, mais payer un abonnement, et moi ça malheureusement c'est un abonnement, c'est le terme, c'est on rajoute des abonnements, ça peut devenir très cher à la longue avec tous ces abonnements, je suis d'accord. Après il faut choisir, et Netflix est quand même très généraliste et permet d'avoir quand même un contenu divertissant, on va dire, pour un prix quand même assez raisonnable, surtout s'ils font des trucs un peu hors normes et s'ils favorisent les productions locales. Donc ça, alors oui, mais ça c'est une obligation européenne. Hein. Ils sont obligés de produire un certain volume de contenu diffusé en Europe. Ils doivent le produire en Europe. Ce qui va d'ailleurs leur poser, c'est peut-être la raison de la hausse des tarifs, ça va sans doute leur poser aussi un problème avec le Brexit, parce qu'ils avaient tendance à produire un peu en Grande-Bretagne et donc en langue anglaise, ce qui leur permettait d'étaler les coûts sur plusieurs autres pays non européens du coup, puisque disponibles dans la langue pour les États-Unis ou autres, etc. Mais la Grande-Bretagne quittant l'Europe, ça ne rentrera plus dans les quotas. Donc il va falloir aller produire en France, en Espagne ou dans d'autres pays européens avec des coûts qui ne sont pas nécessairement les mêmes et qui sont même peut-être un petit peu inférieurs, mais qui vont être amortis sur un moins grand nombre d'abonnés. Donc voilà, ça induit aussi ça ne doit pas être facile tous les jours d'être Netflix et de gérer à la fois les droits internationaux et de frontières, etc., plus les contraintes liées aux différents territoires. Ça doit être un casse-tête un peu infernal, et donc il est sans doute normal qu'il pourra, dans la balance, aille prendre un petit peu plus d'argent là où il y en a. Si je puis dire, oui. Même si ça paraît peu égalitaire, hein, soyons clairs. Mais voilà, alors effectivement, ça va être un peu 2020, ça va être un petit peu la guerre des plateformes de streaming. Hein. Tu parlais de Disney+, qui n'est pas encore disponible chez nous. Hein. Ça vient au mois de février, ou si je dis pas de bêtises, ou quelque chose comme ça, avec quand même de très 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 grosses cartouches à disposition, et ne serait-ce même que sur la marque Disney, je pense qu'on peut compter sur les jeunes parents pour prendre un abonnement assez rapidement. Bah oui, parce que bon, ça vaut tous les samedis après-midi tranquille, de tranquillité quelque part. Bah oui, mais c'est vrai, ouais. C'est un peu, c'est pas nouveau quoi. Je veux dire, voilà, je sais pas ce qu'en pense Aurélien, lui qui est jeune papa. Disney+, ça a un intérêt quand même quelque part. Rien que je parle de la marque Disney, hein, qui avec tout l'imaginaire que ça transporte, parce que Disney c'est bien plus que des dessins animés, hein, il faut être clair. Ouais. Ouais, c'est pas le genre de truc qu'on aura à la maison, mais je pense que pour pas mal de parents, oui. Oui, c'est ça. Oui, après, chacun ses choix, hein, soyons clairs, mais... Donc voilà, à voir, à suivre, effectivement. Nous, on suit ça un petit peu. Moi, très honnêtement, je suis pas très consommateur, même si je travaille un peu dans le secteur, mais je suis pas très, très consommateur, mais c'est intéressant d'observer comment les pièces du puzzle sont en train de se mettre en place. Moi, ce à quoi je pense souvent, parce que c'est quand même important, c'est à la création... le fait de produire local et de faire vivre aussi des acteurs locaux, et parce que sinon on va perdre c'est une partie de notre culture aussi, hein, faire des fictions, faire des productions audiovisuelles, c'est important aussi de garder quand même la main dessus à tous les niveaux, donc voilà, restons vigilants comme on dit. Et nous voici arrivés à la lettre W comme un ouais mais non, par exemple. Ce serait peut-être même le premier de l'année. Si je dis pas de bêtises, il me semble pas qu'il y ait eu un ouais mais non la semaine passée, ou alors j'ai oublié, parce que j'ai pas de mémoire. Et on va parler dans ce ouais mais non de Tesla. Tesla à qui on va donner la parole, paraît-il. C'est en tout cas ce qu'Elon Musk a déclaré il y a pas tellement longtemps. C'est Aurélien qui nous en parle. Oh, c'est un petit oui mais non gentillet pour démarrer l'année. Ouais. Elon Musk, on a parlé, reparlé de ses tweets et de ses phrases en tout genre. Et donc, il a publié un petit tweet d'une voiture modèle 3, ou je crois, qu'on voit en vidéo avancer et dire à un piéton... eh bien, ne restez pas planté là, montez dedans. Donc, il invite les gens les piétons à monter dans la voiture alors qu'ils sont simples piétons.
Et dans un deuxième tweet, alors là, je vais pas répéter de manière mot à mot, mais en fait, Elon Musk poussait la blague jusqu'à dire que les Tesla émettraient des flatulences en direction des piétons. C'est un autre type de bruit. Et alors, plus marrant, ça vaut le klaxon. Plus drôle. Encore plus drôle, sur les Tesla, il y a un mode sentinelle. Alors le mode sentinelle, c'est utiliser tous les capteurs de la voiture lorsqu'elle est arrêtée et verrouillée pour surveiller le fait qu'il n'y ait pas un voleur, un intrus qui se tourne autour et qui voilà. Et donc si vous vous apprêtez à voler une Tesla, méfiez-vous parce que 1, vous êtes surveillé, et 2, elle pourrait vous parler. Donc je sais pas, ça m'a fait un peu penser à un remake de K2000 en fait. Il a réinventé la voiture qui parle, la voiture qui parle aux voleurs, parle aux malfrats. Bientôt, elle va se défendre, hein, je pense. Méfiez-vous. Pas de raison qu'elle ne le fasse pas. Elle est dans son droit. Des lames de couteau qui sortiront, des pare-chocs. Peut-être pas aller jusque-là. Voilà. Mais voilà. Je me demande si ça a un côté dissuasif, la parole par rapport aux malfrats qui se prendraient à une Tesla. J'ai un petit doute là-dessus. Déjà, il faudrait s'assurer qu'on parle la bonne langue. Tu vois, parce qu'on ne sait pas. Hein, donc, moi, j'y crois pas trop, mais en même temps, pour rigoler, pour dire tiens voilà, plutôt que d'un système d'alarme qui gueule, qui fait bip bip, un truc qui parle, ça change un peu, on va dire ça comme ça, ou qui fait des paix. Voilà. Ça par contre ça peut être très dissuasif si c'est accompagné de, enfin bref. Voilà, c'était le oui. Tout ça pour dire que Tesla, au-delà de cette petite blague d'Elon Musk, travaille beaucoup sur l'acoustique et notamment la sécurité de ses voitures. Il ne faut pas oublier que les tests Euro NCAP ont dit que les Tesla Model 3 et Model X étaient les modèles les plus sûrs, des modèles très sûrs en termes de sécurité, notamment pour tout ce qui est bruitage, les véhicules électriques étant très silencieux, Bruno pourra peut-être compléter. Il y a un bruiteur qui permet, notamment en ville, de prévenir les piétons de l'arrivée d'un véhicule électrique. Et le fait d'émettre du bruit à l'extérieur d'un véhicule électrique, c'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin et qui doit être bien pensé. Et donc on peut détourner ça pour faire des choses plus... On peut comprendre, effectivement, pour compléter, parce qu'on peut en effet comprendre pourquoi il est nécessaire d'être un peu bruyant, pas venir en catimini derrière le piéton, tu vois, pour le surprendre à 70 km/h. Non, il faut quand même un petit peu... Enfin, qu'on puisse comprendre aussi qu'il y a un véhicule qui circule et qu'il va falloir faire un petit peu attention, sans pour autant embêter le voisinage, les gens, sans que si vous avez passé la journée dans la circulation, vous ayez une tête comme un seau à la fin de la journée. Ça doit pas être évident de trouver les bonnes sonorités. Qu'est-ce qui est fait d'ailleurs, Bruno, pour les autres véhicules que tu connais peut-être mieux, les 1 roue, 2 roues, 3 roues Pas grand-chose, en fait. Il n'y a que les voitures où il va y avoir maintenant des lois qui vont obliger à avoir un système sonore en dessous d'une certaine vitesse. C'est ça. Moi, j'ai toujours une anecdote parce que je fais de la moto électrique. Même problème, à basse vitesse, sur des parkings notamment. Mais je dis, mais il faut même pas de système sonore. On parle. Oui, c'est ça. On dit, moi j'ai l'habitude de dire aux gens, attention, j'arrive, je suis derrière vous en moto. Et les gens se retournent, ils sont un peu choqués, mais ça va. Donc c'est un peu au conducteur aussi d'être lucide et de savoir que oui, on n'entend pas. Du bon sens. Mais bon, il y a beaucoup de gens sans bon sens, donc les lois vont sortir pour qu'effectivement il y ait un système pareil. Moi, j'en ai un dans ma voiture, mais que je peux déclencher. Oui, le problème, c'est que ces sons-là sont pas toujours forcément du goût de tout le monde. Et si je peux pas les choisir, je préfère le déclencher, l'arrêter à un certain moment. Mais
aux États-Unis, par exemple, il y aura plus moyen de déclencher. Ce même véhicule-là n'a pas l'option, n'a pas le bouton aux États-Unis pour l'éteindre. Ça s'arrête après une certaine vitesse, parce qu'il part du principe que si on roule sur la route, il y aura plus de piétons normalement. A priori, effectivement. Mais voilà, non mais c'est vrai, tu as raison qu'il y a aussi cet aspect bon sens. Anecdote pour anecdote, avec un vélo. Pas tellement longtemps, qui roulait sur le trottoir, qui était derrière moi, il était à 1 mètre de moi derrière sur le trottoir, il faisait dring-dring avec sa sonnette, et tu peux parler mon grand, pardon, excusez-moi, je veux passer, je pourrais éventuellement le comprendre, même si sa place était très clairement sur la rue. Mais voilà, on peut aussi, on peut s'exprimer, quoi, on peut parler, quoi. Mais dring-dring, ça, je suis pas un klebs, quoi. Non mais c'est vrai. Voilà, je pense qu'on a, à moins qu'Aurélien ait un truc encore à rajouter, hein, parce que on a toujours des trucs à rajouter à un moment ou à un autre, hein, dans ce podcast, vous savez bien. On a entendu... quand on parle de Klebs, voilà. Quand on parle du chat, il est dans le coin chez Bruno. Il est revenu. Je sais pas où il est. Il est parti, il fait sa vie, il a faim, et moi aussi. Donc c'est ici que va s'achever cet épisode des Technos, le 241e épisode, je le rappelle. On est parti ce week-end avec Aurélien et Sébastien. On va faire une petite escapade dont on va reparler dans le off ce week-end d'ailleurs. On va vous faire un off ensemble sur la route. Je vous dis encore rien pour l'instant, parce qu'on va partir enregistrer quelques hors-séries. Il y a vraiment longtemps qu'on n'en a pas proposé, et on va se faire ça ce week-end. On se l'était promis juré l'année passée, et ben ça se fait ce week-end. Comme ça, je vous donne déjà quelques petites informations, mais pas plus. Hein. Comme ça, on garde la surprise intacte. On va dire si surprise il y a. Merci beaucoup Aurélien pour cette participation une fois de plus. Merci également à Bruno. On se dit à très très bientôt. Passez une bonne semaine. Salut.